c'était une bonne douche ça, hein. Hop, et hop là. Ah. Installez-vous, ça va bientôt commencer. Je suis tout seul dans ma chambre, putain. Comment ils vont ceux-là? Ça fait longtemps. Quel plaisir de se retrouver pour la deuxième vidéo de la chaîne. Tu regrettes déjà d'avoir cliqué, je te vois. C'est vraiment dingue ce qui se passe ici, hein. J'ai pas trop procrastiné finalement. Toujours le même décor, égal à lui-même, hein, clairement. Avec toujours ce putain de cadre. Je m'en suis pas débarrassé, je le vends. Je vous donne 5 €, vous le voulez? Allez, on arrête les conneries. Hop. Ah. Du coup, les examens sont terminés. Je me suis bien fait balayer ma grand-mère. Je suis arrivé en salle d'examen là, comme ça. Oh, bonjour. Ah, attendez, vous allez pas me croire parce que là la bouteille vient de tomber et a fait un bottle flip. C'est assez incroyable ce qui se passe ici. Putain, je suis en train de tout casser. Voilà, zéro montage, je vous jure que ça s'est passé comme ça. Bon, allez, je vous réinstalle là-bas. Ok, on va arrêter les conneries, la vidéo vient à peine de commencer là. Du coup, vu que les examens sont terminés, je vais pouvoir prendre un rythme plus soutenu. Donc, des vidéos vont arriver en cascade sur la chaîne. Ça va être les chutes du Niagara, tu vois. Une autre vidéo est aussi en préparation. Quel homme polyvalent, vous allez me dire, effectivement. Mais Axel, t'as le capes à préparer pour... Ça n'existe pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier pour l'accueil chaleureux qu'il y a eu pour la vidéo, pour tous vos retours, tous vos commentaires, même vos partages, hein, ça a donné de la visibilité à la chaîne et je vous en suis très reconnaissant. Du coup, là on est 40 de plus, et les abonnés montent en flèche. Et écoutez bien, j'ai même un débile de pote qui a fait une vidéo réaction à ma vidéo. C'est allé beaucoup trop loin en fait cette merde. Étant donné que je peux pas remercier tout le monde individuellement, vous vous contenterez d'un merci global, voilà c'est tout. En revanche, le PayPal est toujours dans la description. Le mec il recycle déjà ses blagues quoi, c'est terrible. Déjà plus d'inspi, putain, on est dans une vidéo de podcast ou quoi? Recentrons un peu le sujet. Hop, hop. C'est bien centré là? La vanne, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience de la prépa. Parce que oui, même si j'ai l'air d'un dégénéré mental, je suis passé par la prépa. Voilà. Comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'en ai tiré. Je raconte ma putain de vie. Bienvenue sur internet. Alors, cette vidéo, elle aura pour but de démystifier certaines rumeurs qu'il y a en prépa. Beaucoup de gens appréhendent les CPGE. Mais rassurez-vous, en général, c'est pas si terrible que ça. C'est juste qu'on a une génération de gros plaignards de merde. Donc, je me mets en mode narrateur. Tout commença au lycée Ronsard de Vendôme. Un jeune Axel débordant d'ambition décida de devenir ingénieur. Oh putain! Pour quelle raison saugrenue, me direz-vous? L'argent. Et aussi mon père qui me disait mais ingénieur c'est un métier où si t'es bon en maths et en physique c'est hyper porteur, ça rapporte de la thune, c'est cool. Le couteau suisse des entreprises, hein. Celle-là on t'a déjà sorti je pense. Je savais absolument pas en quoi consistait le métier mais je me suis dit allez ok il y a suffisamment d'avantages pour que je puisse en faire mon métier pendant 40 ans. En première donc j'apprends que la prépa c'est la voie royale pour rentrer dans les grandes écoles etc. Celle-là aussi on te l'a déjà sorti je pense. Donc ça devient l'objectif à court terme, rentrer en prépa. On me dit qu'il faut un bon dossier, du coup je taffe un peu forcément, mais je me repose essentiellement sur mes facilités. On va pas se mentir. Ce qui se passe c'est que je fais mes devoirs 2 fois sur 3, je fais jamais de fiches et je révise la veille pour le lendemain. Donc finalement je fais comme 80% des lycéens, sauf que ce qui se passe c'est que généralement je joue à LoL jusqu'à 2-3 heures du matin en semaine et y a pas de problème. En terminale, je décide de postuler dans des prépas dans le sud-est parce que mon beau-père est muté à Montélimar. Donc je postule au hasard dans toutes les villes du sud-est sans même regarder si la prépa est bien classée, s'il y a ce que je veux, etc. C'était chaotique hein, sur admission post-bac, il y avait des MPSI, des PCSI qui se barraient dans tous les coins. J'avais tout, j'avais Grenoble, Marseille, Lyon, j'avais tout. Ça avait aucun putain de sens. Et finalement, le lycée Sésame d'Aix-en-Provence m'accueille glorieusement en MPSI, attention. Le lycée se termine, j'ai mon bac mention arnaque nationale avec un solide 17 en physique et 19 en maths. Les vacances commencent et là j'apprends quoi? 3 livres à lire. 3 livres à lire obligatoires sur le thème servitude et soumission. Je m'attendais à de la lecture BDSM. Erreur, c'était Ibsen, La Boétie et Montesquieu. Je vais rappeler les souvenirs à des gens, ça, ceux qui étaient en prépa en 2016-2017. Donc qu'on fasse le point, si vous rentrez en prépa, vous allez avoir pendant les vacances 3 livres à lire qui sont en plus d'être obligatoires, très importants pour les concours et loin d'être une partie de plaisir. Effectivement, les ingé maths ont une épreuve de philo au concours et sur certaines banques d'école, c'est assez coefficienté, je pense notamment à Centrale. Donc vous avez plutôt intérêt à lire avec assiduité si vous voulez pas faire TB au concours. Ma mère m'achète donc les 3 livres, je n'y touche pas jusqu'au 25 août, date où ça commence à m'alarmer un petit peu. D'autant que les lettres persanes c'est un parpaing et la Boétie c'est un récit philosophique donc c'est très dur à lire, très dur à comprendre. Honnêtement ce livre c'est que des longues tirades philosophiques, c'est une horreur. Je vais vous en lire un petit extrait parce que je vois que vous avez envie de lire un extrait. Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Le petit Étienne de la Boétie en 1500 et quelques qui rigolait pas. Conclusion, Étienne, ta grand-mère. Il faut aussi savoir que par mail on a reçu une trentaine de pages d'exo de maths. Ça par contre j'y ai pas touché hein. Tu vois j'ai pris le document là et hop là. C'était effectivement une erreur. C'était essentiellement des révisions de terminale avec des approfondissements. Il y avait des trucs sur les tables de vérité, un truc sur les variables libres et les variables liées. Pourquoi c'était une erreur? Parce que plus vous prenez de l'avance en prépa, plus vous gagnez du temps et plus vous êtes en avance sur les gens. En train de dire des banalités, c'est formidable. J'emménage finalement à Aix-en-Provence dans la résidence juste derrière le lycée, lieu très stratégique pour se lever 2 minutes avant le début des cours, vous me direz. La veille de la rentrée, je rencontre certaines personnes de ma classe
qui sont dans la résidence. Parce qu'en gros, les deuxième année avaient pris l'initiative de toquer aux portes pour qu'on fasse une petite rencontre. Du coup, super idée parce que non seulement j'ai pu faire connaissance avec les gens de la promo, et surtout j'ai appris qu'on avait un devoir à rendre en français. Panique intérieure. Visage de panique. Là où j'ai vraiment commencé à lire ces merdes 6 heures par jour. Bien, finalement, le jour de la rentrée, t'es pas stressé vu l'espèce de rencontre abonnée qu'on avait fait dans la résidence. J'étais même assez impatient finalement, tu vois. Je me suis dit, putain, premier jour dans le post-bac, ça c'est incroyable quoi. Je monte au deuxième étage du bâtiment F, j'arrive dans le couloir, je reconnais des têtes des gens que j'avais vus la veille du coup. On évacue un peu notre stress et on rentre dans la salle de classe. Première fois que je vois le prof de maths, 45 ans, un petit sourire pernicieux, 1m70 je dirais. Le mec dégage une aura très sournoise. Du coup je me suis dit, voilà, le premier mois, je vais quand même rester discret. Hop là, la vidéo est coupée. Je sais plus où j'en étais. Si, je venais de rentrer dans la salle. Donc là, mon but, je sais plus pourquoi, c'était de me mettre à une table seule et de voir qui prendrait l'initiative de s'asseoir à côté de moi. Histoire de jouer un peu avec le destin, tu vois. Histoire de me dire, bon, bah, si c'est quelqu'un de socialement pas fréquentable, bah, ça sera pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai choisi. Écoute bien, tout le monde s'assoit, je me retrouve seul à ma table. Je suis réchi contre le mur, je me vois déjà me suicider en me jetant du 5e étage de ma résidence. Et là, 2 minutes après, le Messie arrive. Il y a une intervention divine en fait qui se passe. Il y a un retardataire qui entre dans la salle et qui dit au prof, bonjour monsieur, excusez-moi pour le retard. Avec le même accent, hein, ça chantait, tu vois. Ça sentait le pastis 51. Et il s'assoit à côté de moi, le boug. Mais dis-moi, et c'est à ce moment précis que l'année a pris un tournant décisif puisque je viens de rencontrer un membre du set de légende. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Lucas Arcamon, pompier volontaire du Var, bourré de valeur et d'humour, beau gosse, bon vivant, un cuistot, et surtout, c'est faire danser ses pecs. Ça, c'était un argument de vente relativement énorme, quoi. Ce gars-là, écoutez bien, ce sera mon rayon de soleil de l'année. Ni plus, ni moins. Donc, je regarde un peu la classe, je vois des bonnes têtes, mais je vois surtout qu'il y a 35 mecs pour 12 filles. Répartition assez fâcheuse, me direz-vous. C'est pas cette année qu'on a pécho. Matinée passe, on fait beaucoup d'administratifs, beaucoup de papier, rien d'intéressant finalement. Je mange le midi avec Lucas, sa coloc en prépa éco et une pote à elle. Première remarque, le self super bon. Deuxième remarque, Lucas mange à Mac 12. C'est-à-dire que tu viens de finir l'entrée, le mec est déjà au dessert, tu vois. On débarrasse nos plateaux, on va en physique l'après-midi. Cours de méca avec un prof super jeune, super sympa. Tout se passe nickel, je rentre chez moi, j'appelle ma mère, forcément. Je lui raconte ma journée, je la rassure, je lui dis qu'Aix-en-Provence c'est bien, qu'il y a des bonnes personnes. La semaine se passe à l'image du premier jour, très chill. Tous les profs sont cool, les gens dans la classe sont super sympas, ils ont toutes leur petite personnalité. Même si certains sont quand même dans leur monde, on va pas se mentir. Mais ça reste une minorité. La prise de notes, pas de problème. Les notions qu'on aborde sont ni faciles, non difficiles, dans la continuité de la terminale, tu vois. Et je me dis qu'avec un travail régulier, tout va bien se gérer. On rencontre en fin de semaine, au cours de la journée d'intégration, les deuxième années. Alors l'intégration, concrètement, c'est quoi? On nous jette des œufs, de la farine, on se prend des plaquages nerveux dans un parc. Tout le monde se découvre plus ou moins gentiment, du coup. Ensuite, écoute-moi bien, on nous file de la chantilly. Devine pourquoi? Devine. On nous dit quoi? Les petits gars, vous avez envie, vous proposez aux gens de vous entarter pour de l'argent. En gros, l'argent récupéré permettait de financer l'alcool de la soirée d'intégration. C'est juste génial, hein, j'en garde un souvenir de fou. Dans la journée que la soirée est sympathisée avec la deuxième année, c'était incroyable. Ça n'a rien à voir avec les intégrations sectaires qu'on voit en école d'ingé. Donc bref, la soirée se passe, on sympathise avec un maximum de personnes et c'est vraiment cool de pouvoir discuter avec des gens de la promo en dehors de l'atmosphère des cours. Très vite, on va avoir une solide bande de potes qui va se former, le fameux set de légende, avec qui on a organisé régulièrement tout au long de l'année des soirées à tout va. C'était juste des bars incroyables, c'était tout le contraire de l'ambiance frigide dont on m'avait parlé avant de rentrer en prépa. Pareillement pour les cours, il y avait rien d'insurmontable, je vous promets que ça reste assez linéaire par rapport à la terminale. Concrètement, avec 3 heures de travail par jour, en plus des cours, vous pouviez vous hisser en tête de classe sans problème. Et c'est là où on va démystifier un point important. Quand on vous dit, si vous allez en prépa, faites une proie sur votre vie sociale, sur les bonnes notes, c'est des conneries. En tout cas, dans les prépas de province. Je veux bien croire que dans les prépas de grandes villes, type prépa parisienne, Henri IV, Louis-le-Grand, Saint-Louis, etc., ça puisse être compliqué. Mais pour les prépas de province, type Périgueux, Limoges, etc., ça reste 2 très bonnes années où c'est assez chill finalement. C'est pas non plus la fac, hein, je vous rassure. Il y a quand même une charge de travail, mais rien d'insurmontable et rien comparable au goulag, tu vois, par exemple. Ok, pour vous convaincre, dans une semaine, il y a 168 heures, on est d'accord. Si vous dormez 8 heures par soir, que vous bossez 3 heures par soir en plus des cours, et que vous prenez votre temps pour manger, prendre une douche, et bien il vous restera environ 35 heures par semaine pour les loisirs ou pour bûcher sur des DM qui vous font plaisir. Mais aussi pour vos passe-temps, sortir, voir du monde, etc. L'alcool est un vice, je l'ai compris pendant la première année. Ceux qui sont sceptiques et qui pensent que je dis de la merde, on va faire un petit comparatif là. Vous aimez bien les comparatifs, moi aussi. Comparatif d'exigence entre une prépa de province et une prépa parisienne. Comparons déjà les devoirs de vacances. À Cézanne, c'était essentiellement des révisions de terminale, il y avait rien de farfelu. Il y avait des nouveaux trucs, mais c'est des trucs qui restaient intuitifs finalement. Devoirs de vacances à Louis-le-Grand, un PDF de 170 pages avec plus de 200 exos, la plupart étant très difficiles, voire infaisables pour un élève en sortie de terminale lambda. Exemple, interpolation de Lagrange en sortie de terminale, démontrer la formule de Taylor avec reste intégral, calculer zeta de 2 en passant par la putain
putain de cotangent. Pour utiliser le polynôme QM de T égale mes couilles. Faut vraiment se rendre compte de la différence de niveau. Nous à côté c'est le Club Med. Et attendez, parce que c'est que le début, l'année arrive. Premier devoir maison à Cézanne. Un truc bateau sur la théorie des ensembles, dans la continuité de ce qu'on faisait en terminale. On continue d'appréhender le raisonnement par récurrence, le raisonnement par double inclusion. Quelques petites notions de bijectivité, ça reste très mignon. Premier devoir maison à Louis le Grand. Équivalence entre lemme de Zorn et axiome du choix, et montrer que c'est indécidable. Notion de topologie introduite par la théorie des ultrafiltres. Sérieusement, imagine ça fait 15 jours que t'es rentré et on te lâche un putain de DM sur le lemme de Zorn. Moi-même, en tant que bac plus 4, je bégaye devant le lemme de Zorn. Premier devoir surveillé à Cézanne, le samedi matin je rappelle. Donc du calcul de somme simple et double, quelque chose d'assez bon enfant finalement. Premier devoir surveillé à Louis le Grand, le théorème de Howitt. Sérieusement, théorie des catégories et des putains de coproduits, et je parle même pas des exos de TD. Hein. Là-bas, c'est un délire. Je vous en donne un jugé simple, ça fait partie du premier TD de l'année. Hein. Essayez de le chercher en commentaire, c'est assez marrant. Il faut trouver une surjection de n dans n qui possède une infinité d'antécédents pour chaque entier. Ce genre de truc permet de prouver des trucs assez profonds sur l'équipotence de certains ensembles. Allez, un petit indice pour vous qui êtes chez vous. Mais ça me fait plaisir. Hein. Il faut penser au théorème fondamental de l'arithmétique et la décomposition en facteurs premiers. En sortie de terminale, t'as pas fait spé maths? Baiser. Tu m'aurais donné ça quand j'avais 18 ans, j'aurais vrillé. Hein. Fin du comparatif. Revenons à l'histoire. Je continue de parler tout seul face à mon téléphone, c'est terrible. T'as vite l'école, les DM et les DS le samedi matin arrivent. L'école, pour ceux qui savent pas, c'est vous êtes 3 devant un tableau, un sadique vous balance des exos et vous met une note dégueulasse à la fin. Certains s'en rappellent comme étant le Vietnam, ça permet néanmoins d'acquérir des réflexes et ça vous entraîne pour les oraux des concours. Vous avez ça en maths, en physique et en anglais. En anglais d'ailleurs, si t'es pas bilingue, espère pas choper la moyenne. Hein. On te fait une putain d'étude de texte, il faut faire un putain de commentaire détaillé en 20 minutes. Et tu dois parler pendant 20 minutes. Il doit y avoir une petite dimension philosophique, se poser une question à la fin et tout, enfin donc c'est un délire. Hein. On arrive donc au premier DS, après 3 semaines de cours. DS de maths, un peu de pression, beaucoup d'arnaques sur la copie, je vous le cache pas. En sortant de la salle, je me dis, bah c'est mitigé. J'ai réussi des trucs, mais il y a des trucs où j'ai fait un fiasco, tu vois. Mais après tout, j'avais pas tant bossé, je me dis qu'en mettant les bouchées doubles, bah je vais enculer les DS. En tout cas, je peux enculer les DS. Le lendemain, on reçoit les notes par mail. Le prof c'est flash, hein, il corrige en une demi-journée, y a pas de problème. Et là, bam, je suis deuxième de la promo, 16,31 sur 20. Donc là, forcément, j'appelle ma mère, tu vois. À partir de là, ma confiance décuple. Je me dis, attends, mais je suis capable, tu vois. Malheureusement, en parallèle, je me suis rendu compte que l'ingénierie, ça me gonflait. Et pourtant, on était rentré depuis seulement 3 semaines. Mais est-ce que je voulais vraiment être ingénieur au fond? Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Et ça, c'est une question que vous devez vraiment vous poser. Vous avez le droit de pas être sûr, mais vous avez pas le droit de pas vous remettre en question. Il faut toujours se demander ce qu'on veut faire pour être heureux. Et là, je suis rentré dans un brouillard complètement opaque pour une durée indéterminée. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de 3 heures de travail par jour à 3 heures de travail par semaine. Quand vous divisez la quantité de travail par 7, les notes vont pas augmenter, clairement. Je vous apprends rien jusque-là. J'ai commencé à me poser des tas de questions, mais surtout à privilégier les plaisirs à court terme. Je sortais beaucoup trop, il y a des matins où j'allais pas en cours, alors qu'en prépa, c'est dramatique. Ce que je faisais, ça avait vraiment pas de sens. Mais qu'est-ce qui avait du sens pour moi, finalement? Donc, je suis passé de 16 à 9 en maths, et quand même me maintenir à 9 avec si peu de travail, c'était quand même un exploit digne des plus grands arnaqueurs de toute la France, en fait. Et j'ai gravité jusqu'à la fin de l'année autour de 10, sauf en français où j'étais à 14 pour aucune raison valable, et je culpabilisais même pas. Pourtant, mon prof de maths, il m'a lancé des sales piques. Hein. Je me rappelle d'une fois en colle où il m'a dit, mais monsieur Arnaud, vous êtes à la ramasse en maths. Ça fait du mal à l'ego. Surtout que moi, j'ai pas mal d'ego, et c'est un défaut d'ailleurs, hein, c'est un défaut d'avoir de l'ego. Faut surtout pas avoir ça. Mais ça, c'est des phrases qui font péter un plomb. En terminale, pareil, j'ai un prof d'SVT qui me jetait des piques. Un jour, sur un de ses contrôles sur le système immunitaire, je crois, j'ai eu 4. J'étais à 1 mois du bac et il me lâche droit dans les yeux. Ah bah, ça va être compliqué pour le bac. Écoute bien, au bac d'SVT, j'ai eu 16. Pourquoi? Parce que tous les jours dans le bus, je lisais l'anabac, tout ça pour lui donner tort. J'ai croisé 3 mois après au cinéma, il me regardait pas dans les yeux. Donc voilà, bref, j'étais au summum de la procrastination. Je pense que j'ai jamais autant procrastiné qu'en prépa. Et c'est contradictoire parce qu'en prépa, il ne faut pas. Chaque DS que je faisais, j'avais l'impression d'être l'intrus dans la salle. Je faisais du grappillage de points dégueulasse, je sautais 10 000 questions. Tout ça pour me hisser à peu près à la moyenne, tu vois. C'était ridicule. J'étais ridicule. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû me donner, tu vois. Mais si je m'étais donné à ce moment-là, je serais pas construit de la même manière que je suis construit actuellement. Et mine de rien, je regrette pas. Durant cette première année, il y aura pas de remontada magistrale. Je t'en doute bien. En revanche, j'ai rencontré des personnes géniales. Un truc qui est assez incroyable, c'est que quand t'es dans une galère, eh ben, tu crées des liens beaucoup plus forts avec les personnes. Quand je repense à la prépa, je repense à tous ces kebabs en sortie de DS le samedi matin, à toutes les anecdotes de soirée qu'on est les seuls à connaître. Je repense aux vacances à Bayonne avec les putains de scènes. Je repense à la base nautique, à la plage. La prépa, ça nous a tous forgés d'une certaine manière. Et sans ça, on n'aurait jamais eu une telle cohésion. Et je remercierai jamais assez le Seigneur pour avoir rencontré certaines personnes là-bas. Par exemple, merci à Hugo pour les fous rires qu'on a eu en soirée ou pendant les cours. Merci à Baptiste pour les longues heures qu'on a passées sur le terrain de basket à mettre des switches et à se raconter nos vies. Merci à Mathias pour sa bonne humeur perpétuelle et son côté toujours partant. Merci à Elliot pour toutes les dingueries en soirée et son côté sans limite. Merci à Julien pour ses soirées devant la PS4 à recopier des DM jusqu'à 4h du matin, des DM qu'on trouvait sur internet d'ailleurs. Et merci à Lucas d'avoir été un putain de soutien moral tout au long de l'année, quoi qu'il arrive. Et évidemment, merci à tous les autres qui m'ont apporté du positif, ça va de soi. Je peux pas remercier tout le monde, mais merci à Colline, Juliette, Elise pour toutes ces petites soirées à la résidence.
Merci à Alexis et à Clément, forcément. On a tous partagé des moments ensemble et c'était très très fort. Quand je suis passé en deuxième année, déjà j'avais pas lu les livres, mais j'ai commencé à sortir de cette espèce de brouillard de guerre et à comprendre ce que je voulais faire. Pendant la MPSI, je donnais des cours particuliers et je me suis rendu compte que j'adorais transmettre, j'adorais aider les autres et j'avais besoin de liberté surtout. J'avais vraiment besoin de prendre un nouveau départ. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la fac de maths. En octobre 2017, un peu avant la Toussaint, après un mois et demi de MP, je me fais la malle. Je décide de partir à l'université. Et l'avantage, c'est que j'avais les équivalents, du coup, je suis rentré dans L2 directement. Les profs, ils ont commencé à m'engueuler, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Arnaud, c'est complètement insensé. Deuxième entretien, ils ont essayé de me retenir. Le troisième entretien, ils ont eu dans mes yeux que, bah non, en fait. Et du coup, au cours du dernier entretien, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Arnaud, on peut pas vous retenir, c'est votre décision. On espère juste que c'est mûrement réfléchi et cohérent avec votre projet. Et je suis parti. En abandonnant tout le monde. Coup de théâtre. Elliot a décidé de partir en L2 physique 15 jours après. Il m'a dit d'ailleurs la chose suivante. Mec, si t'étais pas parti, je pense que j'aurais jamais osé. Parce qu'en gros, quand vous êtes en MP et que vous avez du désistement, ça fait tâche sur les prépas. C'est pour ça que les profs mettent la pression. Et Elliot était plus sensible que moi à la pression que les profs mettaient. À la suite de ça, effet domino, Vincent et Pierre partent aussi de la prépa. 4 personnes qui quittent la MP en un mois. Évidemment, il fallait un bouc émissaire. C'était de ma faute. Ils ont commencé à me dire par mail que c'était pas fair play. Je vois pas ce qui était pas fair play, je leur parlais pas en fait. Moi, je faisais ma vie en fac, y avait pas de problème. Et là, les profs m'ont déçu parce qu'ils m'ont salopé dans le dos. Et ils m'ont mis ça sur le dos. J'ai trouvé ça tellement injuste. Tu sais, ils m'ont vu comme un espèce de gourou de secte qui amène les gens à la fac comme ça. C'est des malades mentaux, hein. Les gens, ils ont pas besoin de moi pour prendre des décisions. Je suis loin d'être une personne influente. Mais bon, on peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Seulement, on n'y croit pas parce que c'est vrai, on croit parce qu'on a envie d'y croire. Et ça, c'est une vérité qui fait mal. Ça vaut aussi pour ceux qui croient en l'astrologie, hein. Si vous y croyez, c'est parce que ça vous fait plaisir, hein. Vous êtes le fruit de vos expériences personnelles. Allez, bam, moins 15 abonnés, bam. Donc finalement, si les gens quittaient la prépa, c'était pas à cause de moi. En fait, tout le monde savait la vérité. Sauf ceux qui voulaient pas l'entendre. Je suis en train de dire des choses très profondes, là. Ça se passe pas bien. Je suis Cyrus North ou quoi, là? En fait, c'est une chaîne de philo ici, c'est une chaîne de philo. Vous pouvez vous abonner. Bref, j'ai continué ma petite vie en fac en gardant un lien avec les gens qui en valaient vraiment la peine. Non seulement parce que j'habitais encore dans la résidence, alors que c'était complètement interdit. Donc je voyais régulièrement du monde, vu que je passais par le lycée pour aller à la fac. Mais en plus parce qu'il était hors de question de couper les ponts avec eux, en fait. Là, je vous taille des pipes, y a pas de problème. Oui. Je continuais de faire du basket régulièrement avec Baptiste, qui me tenait au courant de la situation en MP et de comment ça avançait pour les concours. Je voyais surtout Elliot, en fait, parce qu'on était à la fac tous les deux et puis on s'était beaucoup rapprochés du coup vis-à-vis de ça. Évidemment, j'ai commencé à me familiariser avec d'autres gens à la fac, notamment Raphaël. C'est l'ahuri que vous avez vu en début de vidéo qui faisait une réaction à ma vidéo. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire avec lui en L2. C'était simiesque, hein, ça encore. C'était sur la répartition des nombres premiers. Et le jour de la soutenance du mémoire, il y a une des profs qui a eu un fou rire. Genre, c'était intenable, tu vois. On serait sorti avec un petit 15, basta la L2. Donc voilà. Ensuite, tout a suivi un cours plutôt naturel. Procrastiner à la fac tranquillement, je voyais les gens de la prépa. Et puis voilà. Évidemment, il fallait que tout rebascule. Coup de théâtre, encore une fois. Là, je vais parler de quelque chose de très personnel. Non seulement parce que ça me tient à cœur, mais aussi parce que c'est le truc le plus important qui m'est arrivé au cours de ces 2 années à Aix-en-Provence. Et ça me permettra en plus de démystifier un truc en prépa. De toute façon, c'est ma vidéo, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je veux. Pendant la période de Noël 2017, je vois une notification d'appel manqué sur Snap d'une certaine Lucie. Alors Lucie, c'est une fille qui faisait partie de notre promo, mais on avait tous les deux jamais vraiment parlé. C'était une fille discrète, assez sage, assez assidue, et fatalement du coup on traînait pas avec les mêmes personnes parce que moi je traînais avec des dégénérés mentaux. Elle traînait par exemple avec quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui me détestait formellement. Pour lui, j'étais un condensé de merde, hein, et c'était physique. Il y a des gens physiquement avec qui ça peut être viscéral, et ben moi j'étais sa bête noire, vraiment. Il pouvait pas me voir. Donc, en voyant cette fameuse notification, je lui réponds, Osmani, elle me dit que oui, qu'elle est désolée parce qu'elle maîtrise pas très bien Snapchat, etc. S'en suivra ensuite une conversation qui durera plusieurs semaines, conversation avec laquelle, mine de rien, on développera beaucoup de complicité. En rentrant sur Aix, je me dis, ça serait bien de se voir quand même, parce que dans la réalité, on n'a jamais tant échangé que ça finalement. Je lui propose donc un date à mon appartement, on dîne ensemble, je me rappelle, c'était un mardi, on parle de tout et de rien, on passe une excellente soirée malgré ma cuisine approximative, je la raccompagne jusqu'à chez elle, et c'est tout. Ensuite, j'ai attendu qu'elle me tende une perche. Et effectivement, 2 jours plus tard, elle me propose de dîner chez elle le samedi suivant. Proposition que j'accepte évidemment avec plaisir, tu t'en doutes bien. Donc ce qui se passe, c'est que je me rends là-bas vêtu de mon meilleur polo pour 19h à peu près. Je me rappelle que c'était donné en cuisine, hein. Elle avait préparé des lasagnes à la rista d'aubergine, c'était excellent, et ensuite on décide de se mettre devant un film. C'était le 20 janvier 2018. Vous voyez, dans la vie, il y a des moments qui sont très marquants. Ces moments-là, tu peux les compter sur les doigts d'une main en général. Et je peux vous assurer que quand ces lèvres ont touché les miennes, c'était un moment très marquant. À ce moment-là, mon cœur il battait hyper fort, hein. C'était comme si je venais de finir à 200 mètres, c'était incroyable. La quantité d'adrénaline que j'avais dégagée à ce moment-là, c'était l'instinct de survie le truc, tu vois. De là est née une relation très passionnelle qui a duré 2 ans. Faut savoir que c'était un truc vraiment transcendant. Et d'ailleurs, je souhaite à tout le monde de vivre une relation similaire un jour. Et même si aujourd'hui on se déteste mutuellement et qu'on se reparlera sans doute jamais, je regrette pas une seule des secondes qu'on a passées ensemble. À aucun moment je regrette les moments de tension ou les désaccords qu'on a eu, et surtout je regrette pas d'avoir voulu y croire. Vous voyez, avec le recul, sincèrement, je pense que c'est la seule fille dont j'ai vraiment été amoureux dans ma vie. Et je sais que je vais faire grincer les dents en disant ça, mais c'était vraiment quelque chose. Tu vois, si quelqu'un te demande pourquoi une fille te plaît et que tu sais pas répondre exactement pourquoi, c'est-à-dire que t'arrives pas à trouver de raison tangible pour laquelle tu sais qu'elle te plaît, mais là tu sais qu'elle te plaît vraiment. Parce qu'en fait ça dépasse le stade de la raison, tu vois. La personne, tu sais que tu l'aimes, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Tu vois, quand je réfléchis à tout ça, je me dis que j'aurais aimé qu'on se rencontre quelques années plus tôt finalement. Parce qu'on aurait été beaucoup plus construit, beaucoup plus maître de nos émotions. Mais le truc, c'est que ce qui nous a construit, c'est ça. Donc c'est pas cohérent de penser comme ça. La conclusion de tout ça,
Déjà, je vais démystifier encore une chose qui fait partie des rumeurs. Être en prépa et être en couple, c'est tout à fait possible. Par exemple, Elliot était en couple pendant la première année de prépa, et moi aussi d'ailleurs, et ça nous a pas empêché de valider sans rien branler. Et pour Lucie, c'est pareil, notre couple pendant la deuxième année de prépa ne l'a absolument pas empêché d'intégrer l'école de son choix. Ensuite, deuxième chose, beaucoup n'osent pas se lancer dans l'aventure de la prépa par peur de rater ou par manque d'ambition. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, foncez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Même si vous êtes dans le flou, vous pouvez pas savoir ce que ça peut vous apporter, que ce soit en termes de méthode, en termes d'humilité et surtout en termes de rencontres. Donc voilà, passez pas à côté d'une période aussi enrichissante parce que ce serait complètement con en fait. Surtout si vous en avez les moyens. Donc n'écoutez surtout pas ceux qui diabolisent la prépa. C'est éprouvant par moments, mais c'est absolument pas insurmontable. Dernière chose importante, croyez en vous. La confiance en soi, c'est quelque chose de primordial. Et ce, peu importe vos projets. C'est quelque chose qui se travaille très bien d'ailleurs. Le jour où vous croyez plus en vous, c'est le début d'une longue dérive. Donc faites pas mon erreur. Voilà, on va s'arrêter là je pense. La vidéo dure déjà depuis... Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous tirerez quelque chose de tout ça en fait. La prochaine vidéo, je sais absolument pas de quoi elle parlera, mais rassurez-vous, j'ai plein d'idées et la chaîne va continuer de tourner normalement. J'ai d'ailleurs réuni quelques séquences croustillantes dans mon téléphone. Donc voilà, continuez de m'envoyer des retours en commentaire, je lis tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir. D'ici là, soyez sages, je vous aime fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Et t'es encore là, Y'a plus rien, c'est terminé, dégage.